Merci à vous tous qui avez choisi la production Studio Télévision à travers son magazine Vivement Congo. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous sur ce plateau quelqu'un de très connu, mais il vient parler d'un sujet qui doit nécessairement nous concerner tous à pareil contexte, étant donné que le pays traverse des moments de turbulence dans la sécurité, surtout dans sa partie est. Voilà. Je vous annonce sur ce plateau Apo Ipan. Il est sous plusieurs casquettes, comme vous le connaissez. Il est d'abord porte-parole de l'inspecteur chef de service de l'inspection générale de finances, IGF, mais également il est doctorant en relations internationales et communicologue. C'est sous la casquette d'abord de docteur en relations internationales et communicologue que nous allons devoir aborder la thématique qui s'articule autour des enjeux de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Apo, je vous salue. Nous a dit. Merci surtout pour l'invitation. Je suis à votre disposition. Voilà, vous êtes à notre disposition, mais également à la disposition de tous ces publics qui vous suivent présentement. Nous voudrions savoir d'entrée de jeu, parce que nous allons parler des enjeux de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, vous suivez les informations, vous êtes communicologue, vous êtes journaliste professionnel et formateur, et vous êtes au courant que le chef de l'État, dans ses sorties médiatiques, avant, il a dit, à la moindre escarmouche, il va réagir. Mais récemment, il a beaucoup plus prôné la paix. Vous, en tant que communicologue, comment vous comprenez le président Félix Tshisekedi dans ses prises de position? Merci d'abord. Je dois, de l'entrée du jeu, dire qu'il y a deux sujets importants qui assaillent la scène internationale, sinon la communauté internationale. Il y a la sécurité internationale et l'économie internationale. De ces deux sujets, chaque chef de l'État est appelé à veiller, à surveiller, à garder, à protéger et surtout à défendre les limites territoriales. Mais également à l'interne, chaque chef de l'État, de quelque pays qu'il soit, est appelé à mettre des mécanismes pouvant permettre une économie digne de ce nom, forte, venir au bienfait, venir à la rescousse de sa population. Ici, la RDC vit une situation difficile. Sûrement, on va parler de tous ces contours. Le président Tshisekedi est mal compris, selon moi. Moindre escamote, il va déclarer la guerre, il va réunir. Comment les Congolais ont aperçu ça? C'est ça le vrai problème. Moi, je le comprends très très bien en tant qu'internationaliste, au-delà d'être communicologue. Je comprends en quel sens. Je dis qu'il faut contextualiser le discours, sinon la prononciation du mot que le chef de l'État a fait. Et c'était où? C'était face aux journalistes. À un moment donné, il était en état de colère. Il a avoué lui-même qu'il en avait marre. Marre de quoi? De l'incompréhension qu'il y a entre la RDC et notre voisin le plus proche. Les voisins jusqu'à la mort, le Rwanda. Le chef d'État a prononcé cela. Moi, j'ai compris en ce sens qu'il voulait dire que si on ne trouvait pas la solution, si les Rwandais n'arrivaient pas à comprendre tout ce que j'ai mis comme mécanisme de négociation, d'entente avec ce pays, avec le président Kagame, je serai à bout, je pourrais réagir. Un autre élément de ma compréhension dans ce discours du chef de l'État, c'est de voir que, en relations internationales, lorsqu'on parle de la guerre, c'est-à-dire vous avez épuisé toutes les procédures de négociation, toutes les étapes, et que vous trouvez qu'il n'y a aucune solution envisageable, et on déclenche la guerre. Le président l'a dit en ce sens-là. Voilà qu'il n'y a pas plus qu'hier. Il a dit il est pour la paix. Il a grandi dans un environnement de paix. L'UDP, c'est la paix.
non à la violence. C'est à ce que je sache de l'UDPS. Il a grandi dans cet environnement. Il dit, je souhaiterais mieux la paix. C'est-à-dire, de ce temps où le chef de l'État a fait cette émission, jusqu'à ce qu'il va faire la deuxième émission, il y a eu des interventions. Il y a eu des gens, soit de l'Union africaine ou d'autres pays, des ambassadeurs et autres, qui parlent au chef de l'État, qui disent non, la guerre c'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'au bout du tunnel, après la guerre, on se mettrait autour d'une table pour négocier. Alors pourquoi déclencher la guerre qui de part et d'autre connaîtra des pertes? Ce sont ces éléments qui ont amené le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à donner un discours de paix. Un discours qui montre qu'il veut la paix et qu'il veut que nous et tous nos 9 pays limitrophes soyons bien. Voilà ma compréhension que j'ai de cet homme Tshisekedi. Mais c'est Charles, je souhaiterais que ceux qui entourent le chef de l'État prennent note de ce qu'il dit en dehors du discours, de ce qui lui arrive à la tête lorsqu'il réfléchit Congo, lorsqu'il raisonne Congo, lorsqu'il pense Congo. Vous savez, dans l'histoire, quand nous interrogeons l'histoire, vous allez vous rendre compte que les grands hommes étaient entourés des scripts. C'est-à-dire, à un moment donné, l'homme s'oublie qu'il est président. Il est homme normal. Mari de Maman Denise. C'est à ce moment-là qu'il a l'inspiration, si les gens ne le savent pas. Alors ceux qui sont autour de lui, ils doivent écrire les mots qui concernent le Congo. Il est dit. Peut-être ceux qui vont me suivre ou qui me suivent comprennent ce que je veux dire. Chez toi à la maison, chez moi à la maison, je suis avec mes enfants. Je peux dire à ma femme, je pense que pour l'IGF, il faut ceci. Si j'ai quelqu'un à mes côtés, il doit noter ça. Parce que quand cette imagination arrive, ça sort. La personne va oublier. Mais le script peut nous dire, chef, vous avez dit ceci. Et je dis. Voilà, là vous avez reconnu Apo Ipan dans sa peau d'internationaliste, n'est-ce pas, en train de décortiquer la perception que beaucoup de Congolais ont passé outre dans les dires du chef de l'État. Et déjà, parce que vous l'avez dit vous-même au début, l'actualité de la RDC a pris en otage la scène internationale dans toutes les institutions, dans toutes les organisations. Selon vous, quelle est la place de la RDC dans le monde? Merci. Quand j'interroge la charte des Nations Unies, on parle de la souveraineté, non, de l'égalité des États. Et dans ces principes sacro-saints, il ressort un principe corollaire qui dit chaque État est souverain. Restons dans cette optique-là. La RDC est souveraine. Aujourd'hui, Charles, avec l'évolution du monde, la souveraineté est atténuée et diminuée. Je vois les gens chanter souveraineté. Lorsque nous adhérons à une organisation internationale, nous cédons une partie de notre souveraineté. Lorsque nous parlons d'un problème international ou mondial, nous diminuons également notre souveraineté. Lorsque les organisations internationales disent par exemple que c'est un bien mondial, patrimoine mondial, nous diminuons un peu notre souveraineté. Mais restons ça. La RTC, dans sa diversité culturelle, dans sa diversité de ressources naturelles, souterraines, sous quoi tout ce que vous voyez en l'air, machin, c'est un pays riche. Donc sa place dans le monde, c'est une place de conflit. Je dois vous révéler des choses. La RDC garde une place de conflit dans le monde. Sur le plan géopolitique, la RDC, par sa position, France Cano l'a dit, elle est en forme, l'Afrique est en forme de revolver dont la gâchette se trouve la RDC. Donc quand vous touchez la gâchette, vous tirez, ça nous veut parler seulement du développement de l'Afrique, va partir de la RDC. Donc une fois que la RDC
s'est développé, le souhait de tout le monde, il y aura des implications. Il y aura des effets d'entraînement dans tous les pays, commençant par les pays limitrophes. Ces positions géopolitiques et géostratégiques qu'occupe la RDC, elle vit la convoitise. Pourquoi? Partant des richesses, partant des hommes. Les Congolais sont intelligents, très intelligents. Et les Africains sont intelligents. Donc la place qu'occupe la RDC, c'est cette place de conflit. Parce que les grandes puissances, chacune d'elles a un regard sur la RDC. On va en parler. C'est ça les enjeux d'ailleurs. Alors, il se trouve que si la RDC ne s'organisait pas, excusez-moi de citer un auteur intéressant, Ratzel, qui dit dans sa formule de la puissance d'un État. Là, c'était d'ailleurs mon travail de DEA. La formule pour qu'un État soit qualifié de puissant réunit les éléments suivants. Il doit organiser son armée, il doit avoir une armée républicaine forte et dissuasive, capable de défendre les frontières. Il doit avoir un service de renseignement outillé et qui sait traiter l'information à temps utile et au moment opportun. Il doit avoir une police qui doit être capable de protéger la population et leurs biens. Et cette police doit être en communion, en complicité avec la population. Voyez ce qu'on appelle la police de proximité, qui peut tirer des informations auprès de la population facilement. Et que la population peut se confier et donner des informations. Il doit avoir une diplomatie intéressante, agissante et de coulisses. J'ai parlé tantôt du président Tshisekedi. Les gens s'étonnent qu'il puisse viser la paix. Mais il y a une diplomatie de coulisses. Ça, on ne verra pas. Cet homme, il faut le protéger. Je ferme la parenthèse. Rasdel dit, lorsqu'un État est capable d'organiser son économie, capable de chercher la cohésion nationale, d'avoir une forte diplomatie, une armée, les éléments de la puissance, cet État sera qualifié d'un État fort. Posons-nous la question pour la RDC. Nous sommes forts ou pas? Voilà, parmi les richesses tant convoitées dans notre pays, il y a les capitales humains dont fait partie Apo-Ipan qui aujourd'hui magistralement nous donne des éléments de réflexion qui poussent tous les Congolais à faire un sursaut patriotique et surtout une réflexion scientifique par rapport aux enjeux de l'heure. Alors cela étant, M. Apo-Ipan, j'aimerais savoir quels sont les enjeux de la guerre à l'est de la RDC. Merci, très bonne question. Les enjeux de la guerre en RDC, je les tire de ta première question sur notre troisième question. Vous demandez la place de la RDC. Je ne voulais pas ici venir vous dire ce que vous connaissez déjà. 1885, conférence de Berlin, je ne suis pas venu pour ça. Je vais vous faire réfléchir un peu rapidement. La bipolarisation n'existait pas physiquement et à l'œil nu. Mais je vous dis que ça existe quand même. La Russie avec Poutine, il a eu à s'organiser sur le plan de l'armée nucléaire, sur le plan de l'économie avec gaz, sur le plan de l'agriculture. C'est ça la Russie. L'Europe était dépendante de la Russie, l'Union européenne et surtout la France. La Russie avait comme client potentiel la France. Parce que sur le plan de l'économie, à part l'Allemagne qui est la grande puissance internationale, elle revient à la Russie. Ici, je ne voulais pas parler de la Chine, je vais en venir. Voilà la position de la Chine, de la Russie. De l'autre côté, il y a les États-Unis qui s'est organisé à sa manière. Je ne voulais pas en soi parler des États-Unis, mais du moins, je donne un petit regard aux États-Unis. Ils sont là, avec leurs forces, avec leur organisation. Mais voyons la scène. La RDC, je parle d'abord de l'OPEP. Cette organisation mondiale sur le pétrole. Tu prends l'Iran, l'Irak, tous les pays producteurs du pétrole ont vécu la victimisation de l'hégémonie américaine et des puissances européennes.
Pour faire face à cela, ils se sont organisés. Ils ont mis en place une organisation de pays producteurs du pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au lieu que l'acheteur lui-même fixe les prix, nous subissons, nous allons faire l'interface. Si nous allons d'une manière isolée, ils seront toujours forts. Les Belges disent l'union fait la force. Ces pays producteurs, pour la plupart des pays islamiques, vous le savez, les pays arabes, ils ont fait une organisation qui était l'interface de toutes ces puissances qui étaient dans les besoins du pétrole. Voilà qu'eux-mêmes commencent à fixer les prix. Les vendeurs fixent les prix, l'acheteur achète, après une négociation. Ils trouvent un terrain d'entente. Ils sont devenus forts, reconnaissants. La RDC, qui est victime du complot international. J'entends les gens parler de l'injustice. Non, non. Quand vous fermez les yeux, on vous tape. Mais quand vous ouvrez les yeux, comme je vais analyser avec vous, on ne va pas vous taper. La RDC a dans son sous-sol, sur le sol, et partout, une richesse incommensurable, bénie par Dieu. Doit entrer dans une organisation par rapport à la transition énergétique. À l'horizon, ça s'est dit, les gens se préparent, nous sommes distraits. Voilà pourquoi je viens analyser avec toi. La transition énergétique veut dire quoi? D'ici peu, on n'aura plus de voitures avec l'essence et ainsi de suite. Ça sera des voitures électriques, des batteries électriques. Comment ces produits en avenir seront produits? Et sur base de quelles ressources? C'est les ressources dont dispose la RDC et tant d'autres pays. Arabie Saoudite et les autres. La Zambie même. Je parle de cobalt. Je parle de coltan. L'appareil que tu as là, il y a un frère qu'on a tué pour que nous ayons cet appareil fabriqué ailleurs. Il y a tant de produits, je ne veux pas tous les citer ici. Le nickel et autres. Ce sont ces produits, le cobalt, qui vont servir de matière première à la fabrication de cette transition énergétique, des batteries électriques, ainsi de suite. Le monde, ayant compris que l'enjeu, c'est en RDC, ok? Ils jettent les regards. Les Américains et consorts. Tout le monde a les regards en RDC. Comment ça comparer? Comment? Mais c'est fait que notre voisin proche, le Rwanda, qui a vu plus loin que nous, j'aimerais qu'on me comprenne, qui a vu plus loin que nous, s'est organisé. Il a installé certaines usines au Rwanda, à Kigali, des matières dont il ne dispose pas. L'Union européenne, de l'autre côté, il dit la paix en RDC, mais il signe un accord avec le Rwanda sur l'achat de ces matières-là, dont le Rwanda ne dispose pas sous son sol. Tu comprends? C'est ça les enjeux. Maintenant, l'Union européenne qui signe, à gauche, il distrait les Congolais sur la paix, est clair que pour la survie de l'Union européenne, il faut coopérer avec le Rwanda, parce que le Rwanda qui exporte ces matières. Le Congo n'a pas d'usine. Le Congo n'a jamais pensé créer une usine où on peut transformer nos matières premières. Je me rappelle encore, pour la petite histoire, peut-être le temps ne nous permettra pas, on a beaucoup à dire. Il y a une ville en Belgique, Hoboken, pour ceux qui vont en Belgique le savent. Cette ville, c'est là où on transformait le cuivre, le lingot de cuivre, n'est-ce pas? Ouais. Cher ami, quand Mobutu a mis fin à cette coopération entre la RDC et la Belgique, ça a créé le chômage. Vous allez aujourd'hui, vous avez trouvé une machine ruinée. Voilà la force de la RDC. Mais il faut une organisation interne. Dans ces jeux-là, les BRICS, avec la Russie, la Chine et les autres, portent un regard à la RDC. Il y a eu une rencontre entre la Russie et les pays africains. Le sommet Russie, pays africains, Afrique. Il n'y en avait pas auparavant. Il y avait plein de... À France, tout ça. Mais Russie fait ça. Ça fait peur. La RDC était la plus grande absente. C'est là où je vous emmène encore à la personne de Tshisekedi, le président de la République, qui a compris les jeux qu'ils sont en train de dire. Il a dit non, cette fois-ci je vais participer. Il a participé. Il est resté à deux avec le président Poutine. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Moi j'applaudis. C'est ça les enjeux. Maintenant,
Avec les BRICS, s'ils perçaient en RDC, je jette un autre regard, il y a la percée chinoise. Tu le sais. Bien sûr. La Chine entre en Afrique, là où les Occidentaux étaient incapables de rendre l'Afrique intéressante, les Chinois en font. Et à bas prix. Une coopération réelle, gagnant-gagnant. Dans ces jeux-là, la RDC qui rencontre Poutine par la personne de son chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça reste muet. Personne n'a pénétré. Ça fait peur maintenant aux Américains, ça fait peur aux autres. Voilà comment je vais chuter. Ils vont se dire, il faut défendre la RDC. Parce que c'est sous son sol qu'il y a ses richesses. Il suffirait qu'il y ait une force réelle. Ce dont Tshisekedi ne dit pas, sûrement il y en a. Le silence de Tshisekedi fait peur. Il dit qu'il faut coopérer directement avec la RDC. Ça met l'Amérique en position difficile. Ils font une déclaration. En faisant cette déclaration, le Rwanda réagit. Mais regarde, Cohen, un grand diplomate, un grand homme d'État américain, c'est un acteur international parce que ses activités intéressent le monde. Il a dit ceci. Tshisekedi, le président de la RDC, il faut faire attention avec lui. Il est comme une tortue. Quand est-ce que la tortue sort sa tête? Quand est-ce qu'il replie? Et quand la tortue se replie, qu'est-ce qu'il se dit? Faites attention avec ce monsieur. Négociez avec lui. Peut-être l'opinion ne le sait pas. Négocier avec Tshisekedi, c'est par rapport à ces enjeux qui venaient de décrire dans la position de la RDC. Je viens à M. Tshisekedi, le président de la RDC. C'est un enjeu, c'est un acteur. Il ne dit pas tout quand il parle. Maintenant, j'ai demandé qu'on puisse noter ce qu'il dit, hein? C'est important. M. Tshisekedi, qui est le président de la RDC, se prépare. Bientôt, il va changer de position. Il se prépare. Il se dit, mais non, quelle position prendre? Que faire? Je vais terminer pour ouvrir une parenthèse. Peut-être que ce ne sera pas une question. J'ai vu les gens faire des sittings devant les ambassades. Non. Représentation diplomatique en tant qu'internationaliste, ce qui doit faire peur et mal, c'est le comportement du président Tshisekedi. Ça fait peur aux Occidentaux. Mais regardez le Rwanda, on va en parler. Le Rwanda, c'est notre frère. Le président dit Kagame, c'est son frère. Les Congolais, nous commençons à critiquer. Mais les Africains, nous sommes des frères. C'est notre sujet. Maintenant, à regarder le Congo, nous disons, on y va. On y va. On y va. J'allais ouvrir une parenthèse, mais je la ferme quand même. Bien que je n'ai pas dit. Voilà. Ce monsieur Apo qui est en face de tous les Congolais à travers Vivement Congo. Il parle des questions internationales en rapport avec la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Avec tout ce que vous avez décortiqué, vous avez tout dit, vous avez tout expliqué. Quel est le pôle que peut prendre la RDC présentement? C'est une question pertinente. Sur le plan stratégique, la RDC a une résolution qui lui permettait d'acheter des armes. Il en achète maintenant. Il faudra maintenant qu'à la RTNC, qu'on puisse montrer les armes, montrer la force de l'armée. Qu'il y ait des défilés où on montre les avions de chasse. Il faut montrer ça. Moi, je refuse cette discrétion. Il faut montrer ça au reste du monde. Vous verrez que le monde va agir. Je vais ouvrir encore la parenthèse. Les gens ont brûlé les drapeaux, tout ça. Non. Pour faire mal, pour pousser aux pays occidentaux, pour pousser à la communauté internationale qui est juste là, injuste, parce qu'en RDC, il y a génocide. Il faut en parler. J'ai suivi un parlementaire belge qui a dit ça. Il faudra attaquer les intérêts des Américains, des Français, des Belges, de l'Union européenne. La population ignorante ne comprend pas comment toucher la sensibilité de ces gens pour qu'ils agissent. Il faut toucher les intérêts. Les Congolais décident de ne plus voyager avec... Le président ne le dira pas, il est un homme d'État. Il gère un État, il ne peut pas descendre à ce niveau-là pour le dire. Il ne le fera pas. D'ailleurs, c'est un homme de paix. Moi, je vous parle en tant qu'internationaliste. N'achetez plus les billets d'avions belges, français, américains, consomment. Ne consommons plus tout ce qui est américain.
Ne consommons plus tout ce qui est français. Ne touchons plus rien aux Français, aux choses des Français. Mon frère, retiens, je pense que l'émission est enregistrée. Lorsque la population arrivera à cette responsabilité-là, sans qu'une personne la pousse, les choses vont changer. Les choses vont changer dans ces pays RDC. Toucher à leurs intérêts, c'est là où ils sont faibles. Vous faites les sittings, vous déposez les mémos, je comprends, une fois je regarde, bon, ils comprennent pas ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas mourir avec ça dans ma tête. La seule façon de revendiquer l'autorité d'un État, en dehors de l'armée et autres, le dynamisme de la population, les actions de la population. Je vis, ils ont brûlé les drapeaux, ils ont brûlé les drapeaux de l'Union européenne, les drapeaux des États-Unis. Ça touche. Rappelez-vous au film qu'on suivait, lorsque on brûlait, on voit dans les films, on a brûlé les drapeaux, mais ça dérangeait les Américains. J'ai vu les gens brûler. Ça sont des actions qu'il faut faire pour changer la position de la communauté internationale, qui jusque-là reste muette. Regarde la guerre en Ukraine. Ça a mobilisé le monde entier. Mais les gens qui meurent chaque jour, moi-même je vous parle, quelqu'un meurt, quelqu'un est en train d'être tué. Mais la communauté internationale reste muette. Une autre guerre, elle est médiatique. Nous, journalistes, vous, journalistes, cherchez des analyses internationales. Nous sommes nombreux. Qu'on analyse la situation. Peut-être au travers de vos émissions, le chef de l'État, le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères peut tirer profit, peut tirer certains éléments. Peut tirer certains éléments. C'est très important. Donc, toucher à leurs intérêts, les choses changeront. Voilà. Ça, c'est une réflexion scientifique et patriotique qui vient d'un internationaliste en la personne de Apo Ipan. Je vous rappelle qu'il est doctorant en relations internationales et communicologue. Parce que nous tendons déjà vers la fin de notre tranche, j'aimerais avoir une précision de votre part. Quelle est la place de l'Union africaine dans les conflits de la RDC? Et en ouvrant cette parenthèse, est-ce que la RDC, est-ce que le Rwanda, nous sommes frères ou nous sommes des ennemis? Je pars par la dernière question. Rwanda, RDC ne sont pas des ennemis. J'ai toujours refusé ça et les gens ne me comprennent pas. Les Rwandais sont nos frères. Le président Kagame est frère à Tshisekedi. Je le répète encore, en déplaise à qui veut. Les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Et vous savez que par la répartition sociologique de l'Afrique, dans chaque frontière, nous avons des frères de l'autre côté, de l'un et de l'autre côté. Attention. Vous allez au Bas-Congo ici, il y a des Banyanga qui sont au Bas-Congo et les autres qui sont à Brazzaville. Vous allez à l'Est, il y a certains frères, les Banyamulenge, ils sont en RDC. Il y a aussi presque la même tribu même, qui sont au Rwanda. Vous allez en Zambie. Regardez le nom en Zambie. Nous sommes frères. Par la charte, quand on interroge encore la charte de l'Union africaine, vous allez vous rendre compte que on parle de la solidarité, la fraternité de l'Afrique. Mais quand il s'agit de dire frère, il a raison. Sauf que Paul Kagame, je vais dire, le président rwandais, je vais parler de ça tout à l'heure, les Rwandais sont nos frères, j'insiste. Ils ne sont pas nos ennemis. Non, moi ça je refuse. Je refuse. Sont nos frères. Parce que, à travers la CPGL, excusez-moi, la CPGL, mais on devrait connaître un développement, une intégration régionale par cette organisation. Le Rwanda dedans, Burundi, RDC. Le problème, c'est quoi, chers journalistes? Parce qu'on analyse. L'Occident ne voudrait pas que nous soyons unis. L'Occident a peur. La position qu'occupe le président Kagame aussi aujourd'hui, c'est la même position qu'occupait Mobutu. Voilà. Quand ils ont trouvé Mobutu affaibli, ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché. C'est la position qu'occupe le président Kagame, qui sera bientôt lâché, s'il va suivre cette émission. Aujourd'hui, au XXe siècle, moi je pense qu'on devrait avoir des frères qui réfléchissent comme ça. Je comprends, il y a des besoins vitaux. Il a besoin de l'espace vital pour faire vivre son pays. Mais le président Tshisekedi l'a mené aux accords directs, bilatéraux, entre la RDC et le Rwanda. Il pouvait saisir l'opportunité, allons-y. Mais
Il faut comprendre ce Kagame a peur de la mort. Parce que ceux qui l'utilisent, s'il changeait de position, on va le tuer. On va lui créer une opposition forte. C'est là la mauvaise position de nos présidents africains. Donc le rôle que joue Kagame aujourd'hui, c'est un mauvais rôle. Peut-être à son âme, à sa conscience, il n'est pas aussi content. Mais c'est dit, il n'ose ne pas obéir à ces gens-là, ça va lui créer des problèmes. Vous savez comment les richesses sont exploitées? Il y a des corridors. Il y a des avions qui atterrissent. Ce ne sont pas les avions de Rwanda. Les avions des Occidentaux. Nous ne sommes pas ennemis. Les Rwandais sont nos frères. J'ai dit que ce sont nos frères. Par rapport à l'Afrique, celui qui est ivoirien, c'est mon frère. Zambien, c'est un frère. Tous, nous sommes des frères. Cultivons ça pour développer l'Afrique. Parce que lorsqu'il y aura dans nos frontières les passages libres, comme on fait des fois avec les la République du Congo ici, à Brazzaville, nous traversons avec de l'huile. Il y a les autres qui traversent avec des choses qu'ils achètent là-bas. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Parce qu'en réalité, nos frontières sont poreuses. Nous avons intérêt, de part et d'autre, de nourrir les bonnes relations, d'être bien. C'était quoi encore la première question? Parce que la place de l'Union africaine. La place de l'Union africaine, ça je peux même pleurer. L'Union africaine, excusez-moi de dire, coquille vide. Par rapport à la stratégie, par rapport à la responsabilité, par rapport à la gestion de l'Afrique. Les gens ne le disent pas, je ne sais pas pourquoi. L'Union africaine serait une organisation forte s'il pouvait être indépendante. Elle n'est pas indépendante. Il y a la France qui tire des ficelles à l'Union européenne. L'Union européenne, l'Union africaine n'est pas dirigée par ce que vous voyez là. C'est dirigé en dehors de l'Afrique. A-t-on déjà vu l'Union africaine envoyer des troupes pour dire troupes de paix, pour faire ceci, non. Mais pourtant, ce sont des organisations sous-régionales, SADC et consorts, qui interviennent pour mettre la paix. Là encore, il y a beaucoup de questions à nous poser. L'Union africaine doit être dissoute. On doit réinitialiser l'Union africaine. On doit orienter autrement l'Union africaine. D'ailleurs, en interrogeant l'histoire de la fabrication de cette histoire, vous allez voir, de l'Union africaine, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Union africaine qui tue l'Afrique. Il y a beaucoup à revoir dans cette union. Moi, en tant qu'internationaliste, je souhaiterais qu'on puisse même la dissoudre. Créer une autre forme d'organisation qui va réellement rester indépendante de tous ces prédateurs européens. Nous dépendons de l'Europe. Mais regarde Ibrahim Traoré. On attend. On est en train de les chercher sûrement à les tuer parce qu'ils ne veulent pas des gens qui soulèvent des têtes comme ça. Mais l'Africain, l'Union européenne est où? C'est un homme à protéger. Les trois présidents, Malien, Burkinabé et l'autre, ce sont des présidents. Nous voulons ces gens de présidents en Afrique. On a connu Kwame Nkrumah, on a connu Lumumba, on a connu Julius Nyerere, on a connu Mugabe, on a connu tant d'autres. Mais il y a une génération qui naît maintenant, qui arrive. Et on n'a pas attendu 25 ans pour y avoir une autre génération. Mais 25 ans est dépassé, il n'y avait pas une bonne génération. Il faut que les Africains comprenons que nous-mêmes, nous sommes responsables de notre futur, de notre vie. Soutenons nos présidents. Parce que pour tuer Traoré, on ne va pas envoyer des mercenaires américains. Non, ce n'est pas un Burkinabé ou un autre Africain. Rappelez-vous de Blaise Compaoré. Il a été tué par son ami intime. Ils mangeaient dans une même assiette. Mais regardez un peu ça. Alors si on prenait conscience, on dit non. Cette fois-ci, je vais aider le Congo, je vais aider le Rwanda, je vais aider le Burundi, je vais aider la Zambie, Côte d'Ivoire, Sénégal, les pays africains pour que nous prenions conscience. Mais regardez-nous les journalistes, chers amis. Vous suivez les journalistes Westaf, comment ils félicitent le président Tshisekedi. Mais nous-mêmes à l'intérieur, mais il est notre victime. La personne c'est qui on tire. Oh, il a dit, j'ai suivi une image aujourd'hui. Cible potentielle, vraiment. Oui, une image où quelqu'un prend ce que le président a dit et de ce qu'il venait de dire. Moi, j'ai dit, mais comment on peut prendre ce temps à réfléchir comme ça? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas là? C'est ce qu'il dit est clair. Le président de la République est très clair dans ce qu'il dit. Il a à dire, mais il faut une organisation interne. Il doit, par ton émission, je dois le dire, sauver la cohésion nationale. Sauver la cohésion nationale.
Le tribalisme ne doit pas être un slogan, bannissons le tribalisme. Non, ça doit être une réalité. Je peux passer à la télé, j'ai dit, il faut bannir le tribalisme. Mais les gens avec qui je vis, ils savent que je suis un tribaliste. Ça ne donne rien. Voilà. Je pense que l'Union européenne, il faut refondre ça. L'Union africaine, L'Union africaine, pardon. L'Union européenne doit sentir qu'elle a l'interface en Afrique. Il faut revoir les organisations africaines. Il faut revoir. Parce que l'Afrique, on donne l'impression d'être ensemble. Et pourtant, on est chacun dans son coin. Voilà. Il faudra revoir, refondre et pourquoi pas recréer encore, pourquoi pas dissoudre, n'est-ce pas, voilà. L'Union africaine. Ça, c'est un internationaliste congolais qui l'a dit après plusieurs analyses et réflexions profondes. Nous allons, avant de chuter, dites-nous, vous avez tout expliqué, vous avez donné tous les paramètres sur les contours des enjeux de la guerre à l'Est. Comment finir la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo? Pour finir la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, moi, je prends deux enjeux importants. Deux enjeux. L'aspect diplomatique doit continuer. Le président ne doit pas se fatiguer. Il a montré qu'il est un grand diplomate, qui ne suit pas ce que les gens disent, qu'il privilégie d'abord la diplomatie. Parce que la guerre n'est pas une bonne chose. Je sais qu'il y a des gens qui vont interpréter, les Congolais sont forts à interpréter. La diplomatie. Et qu'il y ait vraiment des bons diplomates à ses côtés. Que le président mette un peu de côté cet esprit de combattant, parce que c'est un grand combattant. Avec les responsabilités qu'il a, il a dit lui-même au briefing, la diplomatie. Et puis dans la diplomatie, il faut créer le lobbying à l'extérieur. Le président a habité l'Europe, il doit à tout prix créer des lobbying à travers les États-Unis, la France et partout. N'oubliez pas, ces pays-là ont des regards en RDC, je l'ai démontré ici. C'est très important. Le président doit tout faire pour qu'on nous écoute. Il n'y a pas que lui qui peut écouter, parler. Le ministre des Affaires étrangères, c'est un juriste. Le pays ici n'appartient pas aux juristes. Il y a des grands professeurs de droit, du droit international, des relations internationales. Pourquoi ne pas leur donner la diplomatie congolaise? Je salue là le directeur de cabinet, qui est un grand diplomate du ministre des Affaires étrangères. Mettez un diplomate là-bas. Il n'y a pas de honte. Il faut que le président revoie. C'est important. Cher ami, donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît, c'est important. Revoie notre représentation diplomatique. Les ambassadeurs. L'ambassadeur a un rôle. Il doit vendre son État, le défendre, participer dans des réunions dans les organisations pour parler de son organisation, de son pays. Parce qu'il est le chef de l'État, notre chef d'État à l'extérieur. Il doit revoir ça. Et qu'il revoit également dans toutes les organisations internationales qui sont là. Ils sont-ils réellement congolais ou sont des Congolais collés? C'est très important pour ce deuxième mandat. Deuxième solution, le président doit revoir l'armée. Former des générations et des générations, toutes tribus confondues. Ici, j'ai fait exception de personnes. Toutes, mais par l'éducation civique, par la communication, par la formation, quelqu'un peut changer. Revoir l'armée, qu'on ait une armée réellement républicaine, dissuasive, capable de chasser l'ennemi, pas par des discours, sur le plan pratique. On est sorti 8e armée de l'Afrique. Quand on fait le classement, on tient compte de l'armement que vous avez, le numérique, le nombre de militaires que vous avez, ainsi de suite. Mais en termes de puissance, il y a à revoir. Comment expliquer qu'on a une armée, bien qu'il y a trop de trahisons, ça je comprends. Pendant 20 ans, on ne termine pas une guerre. Voilà. Et j'ai terminé par ces principes. Je l'ai dit à la télé, parce que je ne sais pas où dire. De surveillance mutuelle en relations internationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rwanda a des gens qui l'informent ici. Le Congo doit avoir des gens au Rwanda qui doivent l'informer. Dans le monde entier, ça fonctionne comme ça.
Et voilà. j'ai dit, je vous remercie. Ça, c'est la surveillance mutuelle évoquée par notre internationaliste et notre expert en questions internationales. Je me dis déjà, je ne peux pas vous laisser partir aussi longtemps que vous portez aussi une casquette de porte-parole de l'Inspection générale des finances. Je me dis, par rapport à la coopération internationale, le contrat SICOMINE, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que la RDC a bénéficié de quelque chose? Bon, je ne suis pas venu parler de l'UGF, où je suis chargé de communication, vous le savez, et porte-parole de l'inspecteur général des finances, mais c'est Jules Alinguete que je salue, bien que j'ai eu beaucoup de combats, je dois l'avouer. Sur le plan de la coopération internationale, il faut féliciter encore le président de la République. Moi, je me dis, les Congolais, nous ne comprenons pas tellement Tshisekedi. Nous. Lorsque l'UGF a fait son rapport sur le contrat chinois, pour que les gens comprennent mieux, le président a constaté ce déséquilibre. Vite, il a décidé de la révisitation de ces contrats. Il s'est déplacé. Voilà un diplomate, le président. Il s'est déplacé jusqu'en Chine. On doit le féliciter et le ramène. Il y a une grande commission qui a été mise en place. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards de dollars. C'est-à-dire, par année, on aura 324 millions pour les infrastructures. Et pour cette année, c'est 624. Évidemment, c'est le travail de l'IGF qui a conduit à la révision de ces contrats. Mais c'est sur l'impulsion du chef de l'État. Les Congolais doivent être contents. Mais il y a un souci, je dois le dire. Le barrage de Bosunga, c'est Basunga ou quoi, j'oublie encore le nom. Il y avait des Congolais qui en profitaient. Maintenant, avec le contrat, 40% vient en RDC, pour la RDC, 60% pour la partie chinoise. On a gagné. On a gagné. Il y a tant d'avantages dans ça. Voilà pourquoi je dis, sur le plan de la coopération internationale, le président de la République fournit un effort inlassable pour que les choses changent. Aujourd'hui, laissez-moi féliciter M. Alinguete, qui a bas un travail de titan, un travail de qualité, un travail extraordinaire. Je suis même dans tous les discours du chef de l'État. Aujourd'hui, il a appelé les chiens qui veillent, qui aboient lorsqu'il y a des bêtises. Félicitations à l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete. Je pense que le travail du chef de l'État par rapport à la coopération internationale est alloué. Pour terminer, un dernier élément, le président est allé rétablir nos relations diplomatiques avec l'Israël. Que dispose l'Israël? L'Israël a développé l'agriculture autant que la Russie. Il a développé. Renouer les relations avec l'Israël sur le plan biblique, c'est une bénédiction. Renouer les relations avec l'Israël sur le plan physique, on peut faire l'échange sur différents domaines et profiter de la nouvelle technologie, la technologie de pointe, pour développer l'agriculture. Les présidents ont dit, un accent particulier sera mis sur l'agriculture. Or, quand je vois l'agriculture, cher Charles nous a dit, il n'y a pas que le champ. En agriculture, il faut ajouter l'élevage, la pisciculture, et tout ça, la pêcherie. Il faut une pêcherie industrielle pour revenir à notre fin. Lorsqu'on aura organisé cette pêcherie industrielle, regarde, avec de fleuves, des rivières, des ruisseaux, même la pluie quand il tombe, les poissons tombent. Avec tout ça, on peut faire des boîtes de conserve. On peut manger à notre faim si on développait ce secteur. Élevage, nous mangeons à notre faim. L'excédent sera exporté. Nous allons nourrir. Nous avons des débouchés, un marché vaste. Les 9 pays frontaliers, nous allons leur donner ça. En retour, ils vont nous payer avec les devises. Mais ces devises viendront soutenir la monnaie locale. Lorsque la monnaie locale est soutenue, le pouvoir d'achat reste stable et l'inflation est jubilée. Donc il est important de revenir aux choses sérieuses, qu'on mette la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour ces gouvernements qui arrivent, qui est un premier ministre technocrate responsable, je dis. Merci. Merci à vous, Apo Ipan, doctorant en relations internationales et communicologue. Vous vous êtes fait sentir et les téléspectateurs qui nous ont suivis ont senti qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui a mené les Congos à cœur et qui a placé les Congos sur la scène internationale. Et c'était vraiment un merci de notre part parce que vous avez répondu à notre invitation. À m'en remercier, donner un temps comme ça pour que nous parlons de l'Afrique et particulièrement de la RDC. Je suis dans la joie. Je salue toute l'équipe, sans oublier votre DG, Patrick Tiyoyo, qui est au Four au Moulin. C'est un patriote, c'est un nationaliste aussi. Et je salue toute mon équipe
de réflexion, avec nos réflexions sur le Congo. Je pense qu'on doit changer le fusil d'épaule pour que le Congo avance. Merci à vous, Charles. Vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup et je vous rappelle que ce n'est pas sa dernière prestation. Désormais, nous allons le coller à la peau pour qu'il puisse toujours faire bénéficier aux Congolais cette crème scientifique. Vraiment. Venez-moi, appelez-moi, je vais... C'est le souhait, et non seulement le nôtre, mais de tous les téléspectateurs qui vous ont suivi. Merci à vous et bonne suite de programme sur votre chaîne La Peste TV.